Donc bonjour Christelle. Bonjour Olivia. Donc on est ici pour aborder en tant que donc tu es coach, tu es aussi médium et tu voulais aborder la question du bien-être en période de trouble. Donc qu'est-ce que ça veut dire le bien-être en période de trouble? Est-ce qu'on la vit individuellement ou est-ce qu'on la vit en termes planétaires ce trouble et comment retrouver le bien-être effectivement durant cette période? J'aimerais rappeler pourquoi ces périodes de troubles, en fait, elles sont générées par le changement de paradigme. Juste un rappel, qu'est-ce qu'un paradigme? En fait, c'est un ensemble de croyances, un ensemble de visions du monde qui nous apparaît comme cohérent. Et cette cohérence qui jusqu'alors a fonctionné ne fonctionne plus. Donc il y a un choc, il y a ce qu'on appelle une grande perte de sens chez les groupes d'individus. Chacun réagit à sa façon. Mais j'ai observé en fait 5 groupes, 4 principaux groupes et un cinquième dont je parlerai ultérieurement. Comment réagir quand nos repères familiaux, les repères sociétaux, les choses qui nous paraissaient vraies ne le sont plus, les démentis, la cacophonie politique, comment s'y retrouver? Bon. Voilà ce que j'ai observé. Le premier groupe en fait d'individus, face à ce désarroi qu'ils vivent intérieurement, ont décidé de se couper de leur être divin. Quelle forme ça prend? Ils vont s'oublier dans un excès d'addiction, que ce soit envers l'alcool, envers le sexe, envers la nourriture aussi. Les excès de nourriture, en fait, vont les rassurer et leur donner une illusion, qui reste une illusion d'ailleurs, de satiété, mais de satiété en tout cas d'être nourris, mais qu'au niveau de leur corps physique. Donc ils n'ont plus besoin de se poser de questions et les choses avancent comme elles doivent être d'après leur référentiel. Il ne faut pas oublier que nous avançons en termes de conscience et de niveau de conscience, et ce qui est vrai pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc ce groupe va dans tous les extrêmes, qu'on voit les rêves partis, cet abrutissement aussi avec la musique, et évidemment ce sont les jeunes générations qui sont plutôt en fait promptes à répondre à cet appel, et éminemment manipulables et contrôlables. Et puis il y a un deuxième groupe qui, elle, on va dire peut-être un peu plus avancé en âge, mais ce n'est pas forcément le cas, va se replier vers des valeurs fondamentales familiales. On se retourne vers son clan, vers sa famille, vers ce que j'appelle de ce qui est connu, les valeurs de la terre. Il y a des choses très bien d'ailleurs dans tout cela. Et on va fonctionner en vase clos. On va faire référence à la grand-mère, au grand-père, et on va reprendre à son compte ses vérités. Mais là encore, on est encore dans une vision de croyance qui reste limitante et qui ne sont pas adaptées au nouveau paradigme qui est proposé. Le troisième groupe est un groupe de gens qui vont se tourner vers l'extrémisme dans la religion et dans toute forme de dogme. On va aller dans un ultra-dogmatisme. Ça peut être évidemment les 3 grandes religions, du fanatisme qu'on connaît bien, mais ça peut être aussi dans un dogme sectaire, ça peut même passer par renier par exemple, je pense à ces gens qui ne mangent pas de viande, moi j'en mange pas, mais j'en fais pas forcément un prosélytisme. Ces gens qui sont extrêmes surtout sur il faut prier telle divinité ou il faut être comme ci, comme ça, et finalement de quelque chose qui pourrait être bien, on exclut tout le reste. Et ça devient leur propre réalité. On est contre quelque chose, on est contre un système, on est contre... On est contre, mais on ne propose rien. On ne sait pas trouver soi, mais on est en opposition. Et comme dirait Guylaine Lanctot, que j'aime beaucoup, on sait encore le mouton noir, mais on fait partie encore des moutons et on renforce le système qu'on veut justement dénoncer. Puis maintenant, et c'est avec ces gens-là que je travaille, ce sont les gens du 4e groupe. Le 4e groupe, ce sont des personnalités qui ont compris qu'il y a quelque chose qui était disharmonique. Le discours ne passe plus. On commence à voir les fêlures du système, le mensonge en toute chose. C'est soit suite à un burn-out, personnel ou professionnel, que ces personnes se remettent en question. Alors après, parfois, souvent d'ailleurs, une traversée du désert, parce qu'ils vont vers
leur soi avec un grand S, ça veut dire s'individualiser, c'est-à-dire sortir du groupe et de la masse pour créer sa propre pensée. Les autres, on l'a compris, n'ont pas à un seul instant pensé par eux-mêmes, mais ont repris simplement ce que d'autres ont parlé, ont dit. Le maître, le gourou, la famille, le patriarche. C'est comme ça, pourquoi changer? Ça a toujours été comme ça. Donc je reviens sur ce 4e groupe. Ces gens-là sont en cours, ont soif de leur être. Donc après cette période de burn-out, ils vont chercher, et ils doivent chercher, la personne qui va les comprendre, les guider, en miroir, hein, toujours, et aller identifier avec eux leur réalité, leur potentialité. Qu'est-ce qui est juste pour eux? Qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter? Retrouver du sens là où il n'y en avait pas. Ça prend du temps, mais c'est éminemment gratifiant par la suite. Donc Christelle, dans ce 4e groupe, tu évoquais avec moi le fait que c'est souvent des gens qui vont voir de nombreux thérapeutes, qui se retrouvent à passer d'une personne à l'autre assez souvent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est juste? Et moi j'ai pu remarquer qu'on a aussi des périodes plus de flottement, de pause. Ces périodes d'intégration des informations. Oui, passer d'un thérapeute à un autre, non. Ça peut être aussi une surconsommation de spiritualité ou de développement personnel. On voit ces gens qui font plusieurs stages et puis au final, ils sont toujours aussi mal. Je crois qu'il faut quand même expérimenter différentes formes de thérapie. Donc, quand on a trouvé le bon thérapeute, il faut quand même aller en profondeur, faire un accompagnement quand même qui a une certaine durée. Bon, une séance peut être très efficace. Hein. Je peux, avec 2-3 mots, aller cerner la problématique et ça peut suffire à la personne. Un autre thérapeute, mais il est bien de comparer parfois les différentes techniques des uns et des autres et ce que chacun a apporté. Se faire confiance, c'est-à-dire se fier à son intuition. Vous savez, ce 6e sens qui nous connecte à notre esprit et au plus large à notre âme. Cette petite voix, mais celle qui nous veut du bien, celle qui est notre essence, qui nous dit « Ah là, cette femme-là, cet homme-là, je le sens quand il parle, il est authentique, il est vrai, il est capable de me comprendre, il est capable de savoir ce que j'ai, en tout cas, il va m'aider. Je suis absolument seule à mettre à bord de savoir ce qui est bien pour moi. Mais l'autre personne est un miroir formidable pour m'aider à avancer. » Et une fois qu'on a trouvé une ou deux bonnes personnes, on fait ce chemin. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une enclave et je vais donner des indicateurs aux personnes qui regardent pour savoir si elles sont vraiment en chemin vers leur soi. Il y a des signes d'éveil. Les signes d'éveil, ça peut être tout simplement un sourire qu'on retrouve sur ses lèvres le matin au réveil. Une joie à accueillir cette journée qui se lève alors que toutes les choses nous paraissaient lourdes. Et puis là, c'est comme si un rayon de soleil commençait à venir. Deuxième chose, c'est aussi, pour ceux qui ne se souviennent plus du tout de leurs rêves, commencer à se reconnecter à leur monde onirique. Source extraordinaire pour comprendre des choses de ce qu'on a à vivre et de notre chemin. Donc quand on commence à reprendre des bribes, et je vous invite aussi à écrire dans un premier temps, parce qu'on peut s'y référer, et ça peut et souvent apporter des réponses par rapport à des questions qu'on a même sur du quotidien d'ailleurs. Ce n'est pas forcément des grandes questions existentielles et spirituelles. Ça peut être tout simplement aussi un autre indicateur, un malaise quand on est en groupe et une difficulté à parler de banalité et de choses superficielles. On n'arrive plus à jouer ce rôle-là, ça nous ennuie. Ça, c'est un signe aussi qu'on est en train de se retrouver, de se connecter à soi. Une autre chose aussi, cette solitude. On peut être avec plein de gens et se trouver seul quand même. Il y a également un grand besoin de se retrouver plus souvent auprès de la nature, en forêt, dans un endroit en tout cas harmonique, soit pour les artistes, peut-être plus souvent se reconnecter au monde de la peinture, des choses en tout cas qui éveillent en eux leur côté artistique, l'art au sens large. Et ça peut être aussi de renouer avec des désirs d'enfant, apprendre à jouer du piano alors qu'on avait mis ça vraiment en arrière-plan, étant trop prise par sa vie professionnelle, et là c'est comme si ça devenait une urgence. Et c'est ce que j'appelle l'appel de l'état d'urgence à soi. C'est se reconnecter à ses rêves d'enfant, de petite fille, de petit garçon, et de
se consacrer, que ça soit de se mettre au chant, d'apprendre une langue étrangère qu'on a toujours différée, ce sont des signes en fait d'éveil et c'est très très positif. Se reconnecter à son corps, apprendre le yoga, prendre du temps et des soins pour soi, des choses qu'on n'avait plus le temps ou qui nous paraissaient futiles nous paraissent très importantes. Évidemment, on redevient la personne la plus importante. Il n'y a aucune personne qui soit plus importante que vous-même. En réalisant ça, vous vous réalisez vous-même. Donc ça, ce sont des indicateurs. Mais comment on sait, dans ce travail personnel, qu'on n'est pas dans une démarche égoïste, qu'on n'est pas dans l'égoïsme? Parce que finalement, comme tu le disais, si je travaille sur moi, je suis bien avec moi, mais je suis aussi bien avec l'autre. C'est tout à fait ça. Nous restons, quand nous sommes dans l'empathie et dans la compassion de nos contemporains, nous sommes ce qu'on appelle des services aux autres. Mais on ne peut être bien qu'avec les autres et on peut leur apporter vraiment, en tout cas, une relation et une aide de qualité que lorsqu'on est bien avec soi-même. Et ça passe forcément par être bien avec soi-même. Sinon, nous avons des attentes et nous attendons que l'autre nous serve de papa, de maman et nous rende les cadeaux que nous n'avons pas eus étant enfants. Évidemment, je donne des images, hein, mais c'est cela. Mais comment on sait qu'on n'est pas dans l'égoïsme? Comment on sait qu'on est dans le travail sur soi et qu'on n'est pas dans l'égoïsme? C'est comme si on accédait à une plus grande compréhension de nous-mêmes et on accueille nos défauts. On arrête de se juger à tout instant. On ne se culpabilise plus. Il y a comme une forme d'amour qu'on retrouve envers soi-même, une forme de compassion qui nous fait que nous savons vraiment que nous faisons, mais en toute conscience. Hein. Je ne parle pas d'être complaisant avec soi-même. Non, je parle d'une vérité à soi-même. Et on sait que on est dans un vrai travail à soi-même lorsqu'on a vraiment intégré cela. J'aimerais comprendre, toi donc, qui es coach, qui a pu analyser les différentes phases par lesquelles on passe quand on met en place un projet. Tu m'as parlé, donc on a parlé ensemble, on a évoqué ce cycle du changement. Et ce que je trouve important dans ce cycle du changement, c'est qu'il peut mettre en lumière pour des personnes qui sont donc en cours de projet, de réalisation de projet, de comprendre dans quelle phase finalement ils se situent et peut-être du coup être plus confiant quand on est dans une phase qu'on va dire un petit peu difficile, qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par les mêmes phases et que ça fait partie en fait tout simplement d'un cycle normal de travail. Est-ce que tu peux revenir sur ces différentes phases, s'il te plaît? Oui, je peux parler du cycle de changement individuel qui comprend 10 étapes. En fait, 10 étapes quand on fait un changement de niveau 2. Donc, je vais rappeler les étapes en général. On formule un projet, on met en place les choses, on le lance, ce projet. Ensuite, on va le rentabiliser. Il va être pérenne, il va donner ses fruits. Mais il y a un moment où il va y avoir une rupture, et c'est ce qu'on appelle le deuil du projet. La rupture, puis le deuil. Alors il y a deux façons de réagir. Soit on fait un bilan, mais on s'arrête là, on fait un bilan, une analyse de ce qui a fonctionné, de pourquoi il y a eu un échec, et on va en prendre les fruits, et on va relancer un nouveau projet. Mais fondamentalement, on va rester sur les mêmes valeurs. C'est ce que j'appelle le changement niveau 1. Et puis, il y a une autre possibilité. Justement, je prends l'exemple de cette mère de famille qui vit un burn-out personnel. Elle est arrivée au bout de sens, elle a élevé ses enfants. Elle a fait une carrière qui lui a donné moyennement satisfaction. Et elle a un tournant de sa vie où elle ne se plaît plus dans son couple. Elle est appelée à l'extérieur par des désirs, peut-être. Puis elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'elle reste avec son mari ? Est-ce qu'elle se lance dans sa passion qui a toujours été la peinture ? Ou pas ? Donc elle est en plein doute. Elle vit ce burn. C'est une désintégration intérieure. Mais ça va être profitable, elle va maturer vraiment ce qu'elle veut. Et évidemment, tout va remonter, les croyances, la voix de sa grand-mère, la voix de sa mère. Tu ne peux pas quitter ta famille. Tu leur dois, tu es un pilier pour eux. Alors je dis simplement, une fois qu'on a maturé ce qu'on est,
qu'on a travaillé sur soi et qu'on est prêt enfin à s'autoriser des cadeaux de la vie. C'est pour cette femme, cette mère de famille justement, d'accueillir et de se dire je prends rendez-vous pour dessiner, pour apprendre le dessin, pour transmettre ce que j'ai en moi, tout ce monde féerique que j'ai envie de dessiner. Voilà, ce qui était important avant pour cette femme, l'est moins. Il y a des nouvelles valeurs qui ont émergé. Et puis en étant en harmonie avec elle, elle va être encore plus une compagne agréable, bien sûr pour son mari ou son compagnon, et elle va mieux comprendre encore les désirs de ses enfants. Ça va faire, comme on dit, une facette meilleure d'elle-même, parce qu'elle n'est plus en attente de gratification de son mari, de lui dire « Ah, c'est bien ». Non, elle se donne ses propres gratifications. Et elle peut échanger et donner le meilleur d'elle-même ensuite. Pour reprendre l'exemple de cette femme qui travaille sur elle, qui est dans ce cycle donc de changement, qui va pouvoir aller vers ce deuxième cercle, ce deuxième niveau, mais dans ce travail, on a, et tout le monde le dira, toujours cette petite voix qui revient, qui joue le rôle de saboteur. Comment on l'identifie, comment on travaille avec, et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la représentation de notre ego, ce que j'appelle la fixation de l'ego. C'est quoi l'ego ? Finalement, en fait, c'est la fausse personnalité, c'est une cuirasse que nous avons mis dans l'enfance, entre 0 et 9 ans, soit en lien avec notre mère. C'est un des centres en fait qui a été blessé. Là, je parle en fait d'une approche transcendantale d'éveil et de connaissance de soi, qui est le néagramme, et qui dit qu'entre 0 et 9 ans, entre 0 et 3 ans, il y a une blessure et un point choc qui va se créer par rapport à la mère. Et on va construire, suite à ça, une façon d'être et de relation au monde et aux autres. Entre 3 ans et 6 ans, le choc se produit par rapport au père. Et pareil, ça va générer 3 autres façons d'être au monde et aux autres. Et de 6 ans à 9 ans, c'est un point choc qui va arriver avec la fratrie et le monde également. Et ça va créer 3 autres types de fonctionnement et de cuirasses de protection. Il y en a 9 en tout cas 9 principales. Et ce saboteur, en fait, revêt il veut toujours ce qu'il y a de plus mal pour nous. C'est bien simple. Les gens qui font un régime connaissent bien. C'est aller tenter toujours. Est-ce que tu fais bien? Tu mangerais bien un petit gâteau si tu es au régime? Tu ferais bien ci, tu ferais bien ça. Mais pense aux autres avant toi, sinon tu es égoïste. Hein, on en parlait, Olivia, tout à l'heure. Donc c'est le fameux saboteur. Il faut bien l'identifier. Ça s'appelle faire un parcours d'observation de soi-même. L'observateur intérieur, dont parlait Gurdjieff, est vraiment la clé essentielle et principale de ces comportements, et au-delà des comportements, ce sont ces motivations principales. Et on peut connaître bien ces motivations. Qu'est-ce qui nous fait? En s'observant, en prenant une distance par rapport à soi-même. Qui agit? Est-ce que c'est la marionnette, la cuirasse, ou c'est mon essence, mon être, avant cette protection? Je travaille aussi avec les rêves. Quel est ce rôle qu'on se croit obligé d'être? Que ça soit d'être aidant avec les autres, que ça soit d'être perfectionniste, que ça soit d'être épicurien, ou d'être encore, il y a un des profils, des fixations qui s'appelle l'observateur, et qui met les autres à distance. Il faut identifier quel est le rôle mécanique. Et là, on n'est pas dans l'essence de son être, on est dans un être mécanique, dans une mécanicité. On ne s'autorise pas à expérimenter toutes les autres facettes de notre personnalité. On se cantonne à un rôle, comme un acteur qui va répéter dans une pièce de théâtre le même rôle tous les soirs. Et c'est ce que font la plupart des gens. Il faut se faire aider pour... Oui, c'est mieux de se faire aider. On ne peut pas faire un travail de cette qualité transcendantale tout seul. Il faut vraiment aller voir un thérapeute, un maître, en tout cas, qui a été... je dirais plus que formé, qui a fait vraiment un gros travail sur lui pour pouvoir transmettre. Et bien sûr que les lectures, les témoignages des uns et des autres, ça peut aider, mais ce n'est qu'un indice et qu'un élément du parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots et simplement ce que ça veut dire être aligné? Parce qu'on l'entend, il faut être aligné, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi aujourd'hui? Je me doute bien qu'il y a un rapport avec l'âme, le corps,
l'esprit. Déjà, j'ai du mal à resituer les trois. Si tu pouvais me réexpliquer ce que ça veut dire, si tu peux prendre une image, une métaphore pour me l'expliquer, parce que j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Et je pense que c'est important, parce que ça revient assez souvent. Oui, je vais essayer d'être le plus clair possible avec l'image de l'attelage, de la voiture, du cheval, du cocher et du maître. Il faut bien comprendre que le corps est relié à l'esprit est relié à l'âme. Prenons donc cette image de la voiture qui représente notre corps physique, qui est relié donc au fonctionnement de nos besoins biologiques, qui est relié donc à l'esprit, qui est le corps astral, qui est le corps en fait des désirs, des émotions. Et ceci est représenté par le cheval. Vous voyez comment le cheval est lié à la voiture, c'est lui qui tracte et qui fait avancer le corps physique. En troisième niveau, nous avons le corps mental. C'est le corps des idées. Et là, c'est les idées, et c'est l'esprit. C'est tout ce qui est relié au monde des esprits. Si, et plus particulièrement, parce que je reviens sur mon image de la voiture, c'est le cocher. C'est celui qui va donner l'injonction au cheval pour que le cheval avance et que la voiture suive. Mais ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose au tableau? Bien sûr, c'est l'étincelle divine, c'est l'âme, c'est le corps divin, c'est le corps causal. C'est le maître qu'il y a à l'intérieur de la voiture qui va donner les injonctions et les ordres au cocher pour savoir s'il faut aller ensuite à gauche, à droite, et l'horizon, où veut-il aller? Si le maître n'est pas entendu par le cocher, comment celui-ci pourra retranscrire les bons ordres au cheval? C'est la cacophonie, c'est le désalignement que vivent la plupart des gens. Et le travail d'alignement commence par là, de connecter l'âme à son esprit et l'esprit au corps. Est-ce que, bon là je vais aller plus loin dans les questions que je me pose quand on peut parler d'éveil spirituel, etc. On évoque souvent le fait à un moment donné, devoir travailler sur ce qu'on appelle des pouvoirs, de parapsychologie, où on parle aussi de suprasensoriel, des capacités médiumniques, etc. Est-ce que c'est forcément important? Est-ce que tout le monde doit faire ce travail pour développer ces capacités-là finalement? Non, je ne pense pas que tout le monde a un sixième sens. Je vais me mettre peut-être des personnes à dos. Tout le monde n'a pas, entre guillemets, ce programme à la naissance. Beaucoup l'ont, mais cette capacité de pouvoir relier cerveau gauche, cerveau droit par la glande pinéale et la glande pituitaire, c'est ce que j'ai observé. Il y a des gens qui ne pourront jamais accéder, mais ça fait partie du jeu aussi. Moi, je m'intéresse effectivement aux autres personnes, il y en a, qui ont cette capacité effectivement de développer leur sixième sens, leur capacité qu'on appelle quoi? Extrasensorielle. Mais c'est quoi une capacité extrasensorielle? C'est simplement une capacité que ces êtres-là ont à la naissance et qu'ils se sont coupés et qu'il faut réanimer, si je puis dire. Mais c'est pas cette capacité... Les capacités du cerveau qui sont... C'est pas lié au niveau du cerveau. On veut le localiser, mais c'est pas neurologique. C'est en dehors du cerveau. C'est lié à l'âme. C'est lié à la connexion entre l'âme et l'esprit. C'est cette capacité à aller, comme je le fais parfois en canalisation, à aller chercher la solution, la réponse dans le champ des possibles, dans ce qu'on les appelle mémoire akashique, on l'appelle en tout cas cet endroit, c'est pas un lieu d'ailleurs, c'est une vibration, c'est un niveau vibratoire. Tout n'étant qu'information, tous les chercheurs en physique quantique le démontrent, avec des formules mathématiques, on peut aller chercher en conscience, avec un autre niveau en fait de conscience, ces éléments, et c'est ça. C'est la capacité de guérir avec un champ informationnel, c'est la capacité d'avoir des informations sur le futur, soit par flash, soit d'une autre façon, clairaudience, on connaît tous les états, c'est la capacité de faire bouger à distance un objet aussi, c'est ressentir l'histoire d'un objet rien qu'en l'ayant dans ses mains, c'est la capacité, au-delà de ça, quand on maîtrise tout ça, de se téléporter, comme nous sommes nous-mêmes que vibration et que champ d'information, si on arrive à décoder, et les nombres ont
leur importance dans cela. Si on arrive à décoder tout ça, on peut se téléporter aussi. Mais là, on parle à des personnes qui sont très avancées et tu les Oui, c'est des gens qui ont fait des exercices. Il faut faire des exercices. La méditation, c'est un exercice qu'il faut... Quand je dis méditation, il y a plein de façons de méditer. C'est pas seulement en se mettant les bras croisés, en position du lotus. Il y a d'autres façons de méditer. Ça demande de la discipline, quoi. De la volonté. C'est une des qualités, des 3 qualités qu'il faut absolument développer. La volonté, perfection, volonté. Perfection, volonté, amour. Les 3 qualités essentielles. C'est la voie du mage et l'initié. Mais le tout, c'est de se mettre en chemin. Après, chacun a ses niveaux d'exigence personnelle. Mais déjà, d'avoir conscience que l'invisible existe, qu'il y a des choses qui se passent dans un autre plan, c'est déjà le premier pas. Après, les choses s'enchaînent ou elles ne s'enchaînent pas. Alors tout à l'heure, quand tu as évoqué les groupes, les 4 groupes que tu as pu identifier, il y en a un 5e que tu as gardé pour la fin. J'avoue que pour moi, c'est encore compliqué aujourd'hui de le comprendre, de bien le cerner. Donc je vais te demander d'être pédagogue dans ta démarche d'explication de ce concept. J'aime pas trop les groupes. Pour moi, c'est un peu compliqué de mettre des gens dans des groupes. Je pense qu'on passe d'un groupe à l'autre même sans s'en rendre compte. Et ce qui est conceptuel, pour moi, divise. Donc je préfère parler effectivement d'individus, de gens, comment ils se sentent individuellement. Mais bon, je pense que c'est important quand même développer, en tout cas ça te tient à cœur, développer ce 5e groupe. Ça me fait un peu penser au travail de Dolores Cannon, qui a identifié effectivement pendant les régressions qu'elle a pu faire des groupes de personnes qui ne font pas partie de ce plan. Alors, de ce plan de sagesse. J'aimerais effectivement, que tu m'expliques ce que ça veut dire et peut-être que plus de personnes pourront comprendre par tes explications. Voilà, je te remercie. Les starseeds me tiennent à cœur parce que j'en fais partie, j'en suis une. Alors on nous appelle starseeds, êtres de lumière, indigo, cristal, ce qu'on veut. C'est la couleur de l'aura, bien sûr, qui donne la qualité principale de ces êtres-là. Mais nous sommes là pour montrer qu'on peut être authentique, qu'on peut créer sa réalité, qu'on peut être relié les autres, qu'on peut être dans une forme d'acceptation de l'autre et qu'on peut surtout vivre dans un monde meilleur. Mais notre capacité, c'est à refuser ce qui n'est pas correct, ce qui est faux. C'est à démonter le faux. Et nous sommes des chercheurs de vérité. C'est une quête que nous avons à chaque instant. Et ces gens-là qui viennent me voir sont extrêmement perdus. Et je leur dis, si vous êtes en souffrance, que vous vous trouvez extrêmement seul, parce que votre façon de fonctionner fondamentalement n'a rien à voir avec celle des autres, et c'est normal, parce que, comme je le dis, vous venez d'un autre plan. Cette cruauté qu'on peut ressentir chez les êtres qui se maltraitent les uns les autres, sur les animaux, etc., ça nous est insupportable. Mais vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour effectuer une mission d'éveil, et vous devez avant tout ne pas faire l'économie d'un travail sur vous-même. C'est vous connaître pourquoi vous avez choisi cette famille d'accueil, parce que c'est pas pour rien que vous avez choisi cette mère, ce père, cette problématique familiale qu'il faut comprendre et dépasser. Mais vous êtes là pour quelque chose d'important. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. Mais effectivement, qu'on soit du 4e, du 5e, peu importe, quand on a une démarche de s'améliorer, d'évoluer dans un ensemble, en tout cas, du vivant, de respecter le vivant, de vivre en meilleure harmonie, de vouloir le meilleur pour soi, mais le meilleur pour l'autre aussi. C'est ce monde-là dans lequel j'ai envie de vivre. On en est bien loin. Enfin, tu m'as parlé de l'importance de s'unir, de travailler ensemble aujourd'hui. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'on est dans l'ère du Verseau et qu'il va falloir enfin unir toutes ces individualités pour travailler à une grande échelle. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Oui, c'est important. C'est vrai que la force est importante, la force collective. Je reviens quand même que l'individualisation, ça passe par là, et ensuite le collectif. Oui, quand je parle de collectif, je parle de petits groupes, et je parle ensuite d'essaimer cette conscience, ce taux vibratoire, dans les autres groupes. Et ce travail, je le fais avec mes groupes, et à vous de le faire, là où vous êtes, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Portugal, peu importe, faites savoir qui vous êtes
et comment vous voulez faire rayonner le monde. Il faut travailler en groupe. En synergie, individuellement et en synergie. Ouais. C'est que comme ça qu'on fera basculer. De toute façon, ceux qui n'ont pas décidé d'évoluer vers le meilleur, mais qui acceptent le transhumanisme qui est largement favorisé, bah, eux, il n'y a rien à dire. Hein. Encore une fois, c'est pas avec ces gens-là qu'on avance. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Moi, simplement que je suis très positive, que les êtres divins ont beaucoup de choses à dire, qu'ils sont à l'orée de quelque chose de merveilleux, mais que ça ne va pas se faire tout seul, que c'est pas en se posant et en faisant des ohms comme ça que les choses vont aller vers le mieux, qu'il faut vraiment se reprendre en main, vraiment savoir, se retrouver qui on est, de travailler en collaboration, de reconnaître le talent chez l'autre. Comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse du talent si vous ne savez pas reconnaître le talent qui est chez l'autre? Et ça va être la joie, ça va être une grande joie. Voilà. Message super positif. Oui, merci. Bien sûr. Merci Christelle pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Olivia.